de Saint-Domingue en République dominicaine. Donc, vous avez déjà reçu mes messages, mais je me présente. Je suis Elisabeth Robert et je coordonne le cours sur la budgétisation sensible au genre. Donc, merci beaucoup d'être connecté ce matin. Et nous sommes dans la 4e semaine de notre cours en ligne sur la budgétisation sensible au genre et nous sommes maintenant dans le module 2. Et pour cette première webconférence ou webinaire, Claudie a gentiment accepté de nous présenter un outil qui est couramment utilisé, on va dire, pour tout ce qui a trait à la transversalisation du genre, qui s'appelle la toile de l'institutionnalisation du genre. Et nous pensons que cet outil peut vous être très utile à ce moment du déroulé du cours, non? Donc, dans le premier module, on a vu, il s'intitulait Établir les bases du travail sur la BSG. Et maintenant, dans le module 2, c'est créer les conditions favorables de l'institutionnalisation de la BSG. Et puis, donc, ensuite, on va rentrer dans le module 3 sur comprendre les processus budgétaires du gouvernement pour intégrer la BSG. Donc, on espère que cet outil vous sera utile et il vous permettra de voir un petit peu où vous en êtes, où vous êtes positionné dans votre organisation pour permettre d'intégrer la budgétisation sensible au genre. Claudie, je veux bien que tu avances la diapositive, s'il te plaît. Avant de commencer, je vais vous expliquer comment fonctionne notre plateforme, parce qu'il est possible que ce soit la première expérience pour vous. Donc, ce programme avec lequel on fait le webinaire s'appelle GoToWebinar. Et en principe, vous devez avoir un menu vertical qui s'affiche sur votre écran avec différents blocs. Vous allez voir qu'il y a un bloc qui s'appelle questions et que vous pouvez ouvrir et vous pouvez même le détacher si vous voulez. Donc, je veux bien que tu avances, Claudie, d'un clic. Dans cette partie questions, eh bien, vous allez pouvoir poster vos questions ou vos remarques tout au long de la présentation de Claudie. Donc, vous n'avez pas à attendre que Claudie ait terminé sa présentation. Et Sabrina, qui vous voyez à l'écran, qui travaille avec nous au centre de formation, elle va collecter vos questions et puis on va les poser ensuite à Claudie toutes ensemble à la fin. Évidemment, si à la fin vous avez de nouvelles questions, il sera encore temps de les envoyer. Sachez que cette présentation est aussi enregistrée. Nous avons une chaîne YouTube au centre de formation d'ONU Femmes. Et pour les personnes qui n'ont pas pu assister aujourd'hui, eh bien, on va vous envoyer le lien pour pouvoir visionner ce webinaire. Et donc, les personnes qui ne sont pas là aujourd'hui devront envoyer à Claudie un mail de 2 paragraphes avec un petit résumé et des réflexions sur cette présentation. Si vous avez des problèmes de connectivité, n'hésitez pas à nous le dire aussi dans cet espace questions. Et de toute façon, on voulait que vous nous voyiez, non, au début de la présentation, mais on va ensuite enlever les caméras et pour favoriser le son et que vous puissiez bien entendre Claudie. Voilà, donc je présente quand même Claudie. Je pense que vous la connaissez, vous avez son profil dans le campus, mais bon, je la représente. Donc, Claudie Vouet est experte en genre et développement. Elle a une solide expérience des enjeux politiques, épistémologiques et opérationnels liés à la thématique genre et développement. Son axe de travail principal est l'intégration du genre dans les politiques, programmes et projets de développement dans les pays du Sud, des Suds et l'empowerment des femmes. Son expérience est diversifiée et complémentaire. Elle a enseigné à University College London, mené des recherches, par exemple à UNICEF en Namibie. Elle a animé de nombreuses formations. Elle supervise entre autres depuis 2008 les e-formations sur le genre du pôle genre de IHEID Genève. Elle conduit des évaluations pour l'Union européenne entre autres et conseille des institutions sur la prise en compte transversale du genre dans la planification et la mise en œuvre des programmes et projets, par exemple en tant que chef de projet UNICEF Namibie de 92 à 97.
Elle a également dirigé des projets de recherche-action et contribué à la création de nombreux outils méthodologiques. Elle intervient régulièrement dans de nombreuses rencontres nationales et internationales. Elle a travaillé sur un grand nombre de thématiques, éducation, santé, urbanisme, environnement, droit, violence de genre, budgétisation sensible au genre, évidemment, entre autres. Et avec auprès de publics très variés. Donc, des groupements de citoyens et citoyennes, des associations, instituts de recherche, médias, ONG, agents des ministères, parlementaires, ministères, etc. Depuis la fin des années 90, elle est intervenue dans une vingtaine de pays d'Afrique ainsi qu'en Amérique latine et dans une moindre mesure en Europe et en Asie. Et Claudie est également une militante féministe. Elle est fondatrice depuis 2003 et ex-présidente de 2009 à 2014 et membre active du réseau francophone Genre et Action. Je pense que vous connaissez ce réseau. Et pour l'expérience concernant la BSG, elle a donc fait des formations de parlementaires et de membres de gouvernement dans différents pays en Afrique, d'associations et de chercheuses et chercheurs, création et supervision de cours sur la BSG avec l'Université de Genève et ici aussi avec le Centre de formation d'ONU Femmes. Et elle anime des ateliers également dans le BIT, entre autres dans l'Académie sur le genre. Donc, c'est le centre de formation du Bureau international du travail qui se situe à Turin, que vous connaissez sans doute. Et elle accompagne actuellement un projet de recherche-action sur la budgétisation communale sensible au genre au Sénégal, en particulier à Saint-Louis et la région de Matam. Elle est connectée aujourd'hui d'Angoulême, donc dans le sud-ouest de la France. Voilà, Claudie, j'espère que j'ai été exhaustive. Et Oui, puis, trop. Sabrina, eh bien, elle travaille avec nous au centre de formation. C'est elle qui va regarder vos questions et les collecter. Donc voilà, je te passe la parole, Claudie, pour que tu puisses commencer. D'accord, merci beaucoup Elisabeth. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire et je suis vraiment ravie voilà, qu'on ait l'occasion de se retrouver de manière verbale après nos échanges par écrit. Bien entendu, aujourd'hui, on va parler de BSG, de budgétisation sensible au genre ou de budget sensible au genre. Juste très rapidement pour nous faire un rappel et qu'on soit voilà, bien d'accord sur la dimension de la BSG qui nous interpelle. Pour dire que avec la budgétisation sensible au genre, ce que nous essayons de mettre en avant, c'est le fait que la BSG, c'est à la fois quelque chose qui nous aide dans l'analyse de la situation d'égalité des femmes et des hommes, mais qui aussi doit être un outil et une démarche qui nous interpelle sur la manière dont les politiques et les actions de développement prennent en compte cette dimension de genre. Alors, que ce soit le logement, la santé, l'éducation, l'emploi, l'environnement, le transport, le sport, etc., la culture, il y a beaucoup d'autres thématiques qu'on aurait pu citer. Ce qui est évident avec la question du genre, ce qu'on essaye de faire, c'est que la question des femmes ne reste pas comme un secteur à part, ce qu'elle a été pendant trop longtemps. Donc, les femmes ne sont pas un secteur, mais les femmes et les hommes et les relations de genre sont bien présents dans à la fois le vécu des femmes et des hommes, mais aussi dans la manière dont les politiques et les actions se développent. Et donc, là, on a vraiment cette nécessité de porter des lunettes de genre, à la fois donc sur ce qui se passe sur le terrain, dans les terrains, les différents terrains dans lesquels, les différents contextes sur lesquels nous intervenons, mais aussi dans la manière dont nos interventions sont planifiées et bien entendu budgétisées. Alors, je vais pour cela, pour parler un peu de cet écosystème qui est nécessaire pour que la budgétisation sensible au genre puisse s'installer durablement, je vais donc utiliser un outil qui s'appelle la toile de l'institutionnalisation du genre, qui a été développé par Karen Levy, donc qui a été ou dont j'ai été la collègue plutôt pendant plusieurs années donc à Londres, et qui est un outil qui va nous permettre de travailler
la BSG de manière transversale. Et c'est un outil qui existe en anglais, en français, en espagnol, en arabe, qui est déjà utilisé qui a été utilisé dans pas mal de contextes et d'institutions. C'est un outil, vous le verrez dans la présentation, qui est à la fois intéressant pour le diagnostic, mais aussi pour l'analyse, pour la programmation du changement, mais aussi pour le suivi et l'évaluation. Alors, c'est un outil qui se compose de 13 éléments qui sont tous nécessaires à la création donc, de cet écosystème. Et vous verrez que chacun de ces éléments voilà, constitue un cycle de pouvoir. Chaque élément contient à la fois des opportunités, mais aussi des freins, des résistances pour l'égalité femmes-hommes. Et que, bien entendu, ce qui va être intéressant pour nous, c'est de comprendre comment les différents groupes de femmes et d'hommes, dans toute leur diversité, modèlent ces différents éléments et comment faire en sorte que, pour créer cet écosystème, nous arrivions à faire que ces éléments, qui sont tous liés les uns aux autres, se renforcent mutuellement. Alors, j'ai donc parlé de 13 éléments. Le premier élément, qui est très important dans cet écosystème, c'est effectivement l'expérience des femmes et des hommes, leur interprétation de leur réalité. On a vu dans les échanges qu'on a eus jusqu'à présent sur la plateforme l'importance de disposer de données quantitatives, qualitatives, qui permettent d'objectiver les réalités, les différentes réalités que vivent les hommes et les femmes, les différents niveaux d'accès aux ressources, les différents types de besoins, évidemment les inégalités qui créent ces besoins, que ce soit des besoins pratiques ou des intérêts stratégiques pour celles et ceux d'entre vous qui maîtrisent donc ces outils de base de l'analyse de genre. Il est très important pour la BSG d'avoir donc des bases de départ, des bases de données qui nous donnent un éclairage sur le contexte sur lequel nous intervenons. C'est évidemment la seule manière, au final, de planifier des interventions et de savoir, dans des échéances de 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, si effectivement les choses ont bougé vers plus ou moins d'égalité. Dans les outils de la planification, de la BSG, on nous rappelle souvent donc l'importance de l'analyse des bénéficiaires, l'importance d'utiliser des outils, par exemple, comme les budgets temps, pour mettre en avant le travail souvent invisible et non valorisé, non comptabilisé des femmes dans la dimension du care. Ça contribue évidemment à mieux comprendre les réalités des femmes et des hommes. Par rapport à l'expérience des femmes et des hommes, on a également des outils que propose la BSG, qui sont aussi des outils qu'on trouve dans la grande boîte à outils du mainstreaming, qui sont l'analyse d'impact, bien entendu. Quand on va mesurer l'impact, c'est bien entendu l'impact sur les bénéficiaires, ce qui nous ramène à cette évidence de la nécessité d'avoir une base de départ pour pouvoir ensuite voir s'il y a eu ou non impact. Dans la dimension de la BSG, on va pouvoir aussi, sur l'expérience des hommes et des femmes, poser des analyses, des diagnostics sur le coût des inégalités. On nous dit souvent que la BSG, ça peut coûter cher, prendre en compte tous les besoins des femmes, intervenir sur les facteurs qui créent les inégalités. Bien entendu, ça peut coûter de l'argent. Ce qu'il est important de mettre en évidence souvent, c'est aussi le coût de ne rien faire, ou le coût de ne pas faire, ou le coût de mal faire. C'est-à-dire que si on n'intervient pas, par exemple, sur les violences, si on n'intervient pas sur les inégalités professionnelles, tout ça, au final, coûte aussi de l'argent aux États ou aux municipalités, dans le cas d'une intervention qui serait à un niveau plus décentralisé. Donc il y a énormément de choses, énormément d'analyses à produire sur l'expérience des femmes et des hommes. Alors il y a un autre élément très important pour la BSG, et on l'a étudié, on l'a évoqué déjà plusieurs fois dans nos échanges, c'est les groupes de pression, c'est-à-dire la société civile, pour faire court.
Il est extrêmement important pour la BSG de comprendre quels sont les acteurs présents sur les différents territoires dans lesquels nous intervenons, que ce soit à un niveau local ou à un niveau national, voire international. Qui est actif dans ces groupes de pression? Plutôt des femmes, plutôt des hommes? Quelle est la relation de pouvoir aussi à l'intérieur de ces groupes de pression? Quels sont les jeux d'acteurs? On sait que sur tous les territoires, il y a des petites associations, il y a de plus grosses associations, il y a des ONG nationales, internationales. Toutes n'ont pas le même pouvoir et il y a même parfois des jeux de pouvoir, des jeux d'acteurs qui se mettent en place et qui peuvent être importants à comprendre pour la BSG. Parce que les groupes de pression, ce sont les groupes sur lesquels on compte, souvent pour mener du plaidoyer à l'endroit des gouvernements ou des structures d'élus, pour faire du suivi, pour faire de la veille citoyenne, de l'observation citoyenne. Ce sont aussi des groupes de pression, des associations qui peuvent être très utiles pour la recherche, pour mener des formations sur les questions de genre. Encore faudrait-il que ces groupes de pression, ces associations ou ONG aient elles-mêmes les compétences sur des questions de genre et notamment les compétences sur la budgétisation sensible au genre. Donc notre diagnostic de terrain pour cet écosystème va nécessiter que l'on comprenne mieux la place et le rôle, mais aussi le profil de ces groupes de pression, y compris sur la question de la BSG. Il faut aussi que l'on comprenne bien, d'où le trait bleu que vous voyez sur l'écran, le rapport qu'entretiennent ces groupes de pression avec les femmes et les hommes sur le terrain, on va dire les populations. Il se peut que les associations soient très proches du terrain, qu'elles soient nées d'ailleurs de la mobilisation des femmes et des hommes du terrain, mais on le voit aussi avec les ONG, parfois le lien avec le terrain se fait un peu plus distant, un peu plus rare quand on a des ONG qui fonctionnent de manière un peu plus professionnelle et qui n'ont pas forcément leur base ancrée dans la réalité du terrain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est un aspect sur lequel on doit veiller parce que la teneur de ce lien entre la société civile et les populations, femmes et hommes dans ces populations, va être soit un frein, soit un atout pour la mise en place de la BSG. Là aussi, il y a des outils, des audits, d'audit institutionnels qui peuvent être appliqués sur des différents acteurs de la société civile pour comprendre à la fois le profil de chacun, chacune, mais aussi les liens et encore une fois l'écosystème au niveau de la société civile. Un troisième élément très important dans cet écosystème, ce sont les structures politiques représentatives. Donc par là, on veut dire par exemple les parlements, si on est à un niveau de l'État. Ça peut être aussi un conseil municipal dans le cas par exemple d'une BSG qui voudrait se mettre en place au niveau un niveau plus décentralisé, donc d'une municipalité. Donc dans ces structures politiques représentatives, bien entendu, la place et le rôle qu'occupent les femmes et les hommes est très important. Il y a de nombreux exemples qui nous montrent qu'un conseil municipal, quand il n'est pas paritaire et qu'il y a une sous-représentation des femmes, a plus de mal à tenir compte des inégalités de genre. Ce qui ne veut pas dire que quand il y a parité, les femmes vont systématiquement amener dans les discussions les questions de genre. Mais ce qui est certain, c'est que ça augmente en tous les cas la probabilité que ces questions de genre soient prises en compte. Ce qui est important évidemment avec ces structures politiques représentatives, donc encore une fois, parlement ou conseil municipal, c'est leurs compétences sur la question du genre, mais aussi sur la question de la BSG. Les parlements votent les lois, les parlements valident les programmes et les politiques, et valident aussi dans la foulée les budgets. Donc un conseil municipal ou un parlement qui n'a pas la compétence sur les questions de BSG ne sera pas outillé pour valider ou au contraire retoquer une politique ou une stratégie, un programme qui ne contiendrait pas, y compris en termes budgétaires,
les ingrédients donc nécessaires à une bonne BSG. Là, vous voyez, il y a un triangle, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans cet écosystème aussi, c'est les liens qu'entretiennent ces structures politiques représentatives avec les groupes de pression. Est-ce qu'il y a des bonnes relations, de pas très bonnes relations? Est-ce que la communication et les échanges sont fluides? Est-ce qu'il y a une coopération entre la société civile et ces structures d'élus? Mais aussi, est-ce qu'il y a une relation et quel type de relation avec les hommes et les femmes de la population, qui sont bien entendu les électeurs et les électrices des élus, élus du peuple, que ce soit au niveau municipal ou au niveau estatal, étatique, pardon, pas estatal, étatique. Donc ces structures politiques représentatives peuvent, selon les contextes, avoir des relations plus ou moins fluides, plus ou moins d'écoute avec à la fois la société civile et l'expérience des hommes et des femmes. Et ça va être très important à comprendre et à analyser dans le cadre de la BSG. Ce sont également des structures qui ont des budgets. L'Assemblée nationale, par exemple, a un budget. On pourra également se poser la question de savoir comment le budget, par exemple, de l'Assemblée nationale est utilisé. Est-ce que les femmes parlementaires et les hommes parlementaires en bénéficient de manière équitable? Et est-ce qu'il est prévu, par exemple, dans ce budget, des lignes pour renforcer, par exemple, les compétences des parlementaires sur les questions de genre et la question budgétaire en particulier? Donc là aussi, beaucoup d'importance pour l'écosystème. Là, nous créons une sphère de la citoyenneté, où les questions de gouvernance sont très importantes, comme nous l'avons dit, les questions de concertation, les questions de coordination. Toutes ces conditions, enfin toutes ces questions représentent aussi des conditions que nous avons appelées dans le cours des conditions favorables pour la BSG. Nous entrons dans une autre sphère qui est la sphère politique. Dans cette sphère politique, ce qui va nous intéresser, c'est la question de la volonté politique. Est-ce que le discours qui est porté par les élus, les politiques, quel est le degré et quelle est la qualité dans ce discours politique de ce qui est dit et de ce qui est énoncé sur la question de la BSG? Est-ce que les responsables politiques en parlent, n'en parlent pas? Quand ils en parlent, de quelle manière en parlent-ils? De quelle manière est-ce que les différentes inégalités, les maux, donc MAUX, que vivent les femmes et les hommes dans leur communauté, dans leur village, dans leurs entreprises, dans la rue, est-ce que ces mots sont traduits par des mots MOTS dans les discours politiques? Est-ce que le discours politique fait état clairement d'une volonté de réorientation, par exemple, des politiques publiques, mais aussi de réaffectation budgétaire pour que la question du genre soit prise en compte? Si, par exemple, un gouvernement annonce que la question de l'égalité femmes-hommes est une priorité de son quinquennat ou de son septennat, selon ce qui se passe dans les différents pays ou pour un conseil municipal, est-ce que la volonté énoncée est traduite en termes budgétaires? Là, vous voyez, il y a des liens qui sont aussi très forts, potentiellement, entre les groupes de pression et la volonté politique. C'est-à-dire que nous comptons souvent sur les groupes de pression pour faire évoluer la volonté politique, ou en tout cas pour l'interpeller si elle n'est pas limpide sur la question des inégalités et sur la question de la BSG. Ce sont les groupes de pression qui vont exercer donc un rôle de l'œil citoyen qui va être en vigilance sur le contenu des discours politiques. Un lien aussi assez fort à la structure, aux structures politiques représentatives, puisque si la volonté politique énonce clairement ou se prononce clairement sur la question des inégalités hommes-femmes, de la volonté de les réduire
et aussi sur la BSG, c'est effectivement un message fort qui peut être envoyé vers les structures politiques d'élus, donc le Parlement, mais aussi la société civile. Donc, il n'y a pas de flèche à mes lignes bleues. C'est chaque contexte qui va nous dire, on va dire, dans quel sens, pour le moment, se font les relations. Parce qu'il n'est pas question de dire, dans une dynamique qui serait complètement verticale de haut en bas, que c'est la volonté politique qui doit absolument décider pour ce qui se passe dans la société civile. C'est bien entendu aussi de la société civile que doivent remonter un certain nombre de messages qui puiseront leur contenu dans, nous l'espérons, donc les expériences des femmes et des hommes. Et idem pour les structures politiques représentatives, c'est aussi au Parlement, aux élus parlementaires ou bien municipaux, si on est à un niveau local, de faire remonter de l'information pour faire évoluer la volonté politique. Mais bien entendu, la volonté politique, le discours ne suffit pas. Pour la budgétisation sensible au genre, il est très important que ce nouveau triangle qui vient de s'afficher fonctionne aussi. C'est-à-dire que la volonté politique doit se traduire bien évidemment en programmation, en loi, en politique sectorielle et aussi bien sûr en programmation. Donc là, dans cet écosystème, on s'intéressera de près au contenu, à l'analyse donc des politiques. On s'intéressera au contenu des lois et notamment, pour ce qui est de la BSG, on va s'intéresser à la loi des finances, puisque nous sommes dans la plupart des pays en pleine période de réforme de la gestion des finances publiques. Est-ce que la loi des finances suit cette réforme, notamment d'un point de vue des questions de genre? Nous savons que dans de nombreux pays, c'est la planification, la programmation ou la gestion par objectif qui se met en place avec des programmes, des budgets de performance. Et nous allons devoir, donc, pour comprendre la place de la BSG dans la politique, la programmation, étudier donc de près cet élément. Bien entendu, vous voyez qu'il y a une flèche qui ramène, un trait qui ramène aux structures politiques représentatives, c'est-à-dire que ça remet bien en question les compétences et la marge de manœuvre que les élus doivent avoir pour interpeller les politiques, les lois, c'est leur rôle, mais bien entendu, il faut qu'ils soient équipés, outillés, qu'ils aient une connaissance des questions de genre pour pouvoir valider en toute connaissance de cause des questions de genre les lois, les politiques et les programmations, y compris donc en lien avec la réforme budgétaire. Bien entendu, la société civile peut aussi directement ou à travers des structures plus des structures d'élus, interpeller la politique et la programmation. Mais la volonté politique doit se traduire aussi par des ressources, par du budget. Alors là, je suis désolée, le budget est coupé sur le diagramme. Ce que nous voulons dire par là, bien entendu, c'est que cette volonté politique doit se traduire en effectif budgétaire, en affectation budgétaire. Et donc, c'est évidemment un élément clé de la budgétisation sensible au genre que d'analyser de quoi sont constitués les budgets. C'est important de voir que dans cet écosystème, la question du budget est vraiment traitée comme étant politique. Hein, le budget n'est pas juste un outil technique, c'est vraiment un outil politique. Donc là, il existe différents outils pour analyser les budgets. Nous en avons déjà un peu parlé dans notre cours. À la fois pour analyser les lignes de dépenses,
pour aussi analyser les recettes, hein, notamment en termes de fiscalité, puisque les lois et notamment les politiques en termes de fiscalité ont un impact différencié très souvent sur les femmes et les hommes. Donc la manière dont un budget est constitué, à la fois de recettes et de dépenses, nous interpelle donc sur la nécessité d'avoir des outils à la fois pour l'analyse des recettes, mais aussi l'analyse des dépenses. Ce qui va nous intéresser ici, c'est pas uniquement le contenu du budget, mais aussi le processus qui entoure le budget. Donc tout le processus budgétaire. Qui participe au processus budgétaire? Qui sont les acteurs impliqués? Nous avons vu souvent dans des recherches que quand il n'y a pas de femmes d'impliquées dans les processus de programmation budgétaire, le contenu en termes de genre a tendance à être un peu allégé. Encore une fois, en revanche, ce n'est pas parce qu'il y aura des femmes que forcément la question du genre sera prise en compte dans le budget. Mais voilà, par expérience, nous savons que ça y contribue. Donc, il y a tout un tas d'outils qui sont développés actuellement dans des pays, par différentes institutions, qu'elles soient de la société civile ou de l'État, des marqueurs, des modes, des classificateurs, donc différentes choses qui sont mises en place, différents systèmes, différents mécanismes qui sont mis en place pour que la question du genre soit reflétée dans le budget. Ici, nous avons donc une sphère qui est éminemment politique. Mais cette sphère politique a également des ramifications dans la question, dans une sphère plus institutionnelle. Dans cette sphère institutionnelle, ce qui nous intéressera, c'est la responsabilité pour le genre. Il est très important dans notre écosystème que nous comprenions qui est responsable pour les questions de genre et en l'occurrence qui est responsable, qui est le pilote de la BSG. Alors on a vu que alors que les questions de genre sont très souvent gérées au niveau du ministère de la condition féminine ou de l'égalité homme-femme ou des questions de genre, enfin ça s'appelle de différentes manières dans différents pays, on voit que très souvent la BSG est pilotée plus près du ministère des Finances ou du ministère de l'Économie. Donc il y a aussi quelque chose à étudier dans notre écosystème, des connexions qui se font ou parfois ne se font pas entre les groupes responsables des questions de genre et les groupes responsables de la BSG. Dans certains pays, ça ne fonctionne pas toujours très très bien. Donc, qui pilote la BSG? Comment se fait donc la coordination? Est-ce que ceux qui pilotent le genre et ceux qui pilotent la BSG ont un accès direct à la programmation des budgets? Ou bien est-ce que c'est uniquement un rôle de concertation, mais qui n'a pas de pouvoir décisionnel? C'est très important. Mais aussi, est-ce que celles et ceux qui sont responsables des questions de genre et responsables de la BSG ont un budget pour travailler? Parce qu'on a bien vu, et on en a discuté déjà, et ça remonte dans toutes les études, hein, à peu près sur la question de la budgétisation, pour mettre en place des formations sur la BSG, pour mettre en place des recherches sur la BSG, on ne peut pas toujours travailler à budget constant et il est parfois nécessaire donc de dégager des budgets pour mener de véritables stratégies autour de la budgétisation sensible au genre. Dans cette sphère plus organisationnelle, il y a un autre triangle très important qui se crée avec l'élément de procédure. Alors, nous savons tous que nos institutions fonctionnent avec énormément de procédures et d'outils, des procédures qui interviennent aux différents moments du cycle du projet, du cycle des programmes, du cycle des politiques et également, évidemment, à différents moments du cycle budgétaire. Il y a des outils, il y a des grilles, il y a des formats,
il y a des logiciels que nous devons remplir pour voilà, donner un certain nombre d'informations sur la manière dont les politiques et les programmes sont planifiés. Donc, il va être évidemment très, très important parce que ces procédures, elles rythment vraiment les cycles. Ce sont des outils qui donnent un cadrage. Et donc, bien évidemment, ce cadrage doit être interrogé d'un point de vue de la BSG. Est-ce que les différents outils, les différents marqueurs, les différents indicateurs, parce que les indicateurs sont évidemment très, très importants, est-ce que ces différents outils tiennent compte ou pas des questions de genre? Est-ce que ces différents outils nous permettent ou pas de faire une lecture vraiment genrée des processus et des affectations budgétaires? Très important aussi de se demander qui intervient dans la formulation ou la révision de ces procédures. Est-ce que ce sont les pilotes, les pilotes de la BSG et du genre, ou bien est-ce que ce sont davantage les techniciens ou les politiques qui sont impliqués dans les politiques sectorielles, ou bien voilà, est-ce qu'il y a des comités de coordination qui permettent donc sur la base d'une concertation, donc de faire évoluer les procédures. C'est très important parce qu'on nous dit souvent que c'est très compliqué de faire évoluer les procédures. C'est parfois utilisé aussi comme un peu une petite excuse parfois pour ne pas changer les rubriques budgétaires, par exemple, qui sont actuellement, telles qu'elles sont formulées dans la plupart des cas, qui n'offrent pas une grande ouverture pour une lecture sensible au genre des budgets. Alors, ces procédures sont complétées par un autre élément dans cette sphère organisationnelle qui est le développement du personnel. Alors, le développement du personnel, c'est évidemment un élément extrêmement important. On parle beaucoup de la nécessité du renforcement des capacités sur les questions de genre et notamment sur les questions de BSG. Donc là aussi, on a plein de questions à se poser pour mieux comprendre si notre écosystème offre des ouvertures ou plutôt des fermetures pour la BSG. D'abord, essayer de comprendre, c'est bien évident, de comment sont constituées les ressources humaines d'une institution ou bien des institutions qui interviennent dans la BSG, parce qu'encore une fois, même si la présence paritaire des femmes n'est pas une garantie pour la prise en compte des questions de genre, ça y contribue, et puis c'est un droit aussi, de l'égalité professionnelle est importante. Important aussi d'interpeller, de s'interroger sur tout ce qui concerne le développement des ressources humaines en termes de formation, notamment. Est-ce que les formations qui sont prodiguées sur différents aspects de renforcement des capacités intègrent les questions de genre, ou bien est-ce que les questions de genre sont traitées uniquement à part dans des formations spécifiques à la question du genre? Est-ce que quand quelqu'un entre, par exemple, dans une institution, dans sa formation initiale, le genre est intégré? Est-ce que les questions de genre font partie des cursus qui sont proposés aussi en formation continue, de manière, encore une fois, spécifique ou bien transversale? Ça va être aussi très important de s'interroger plus spécifiquement sur les budgets qui sont alloués au développement des ressources humaines dans une organisation. On peut tout à fait, par exemple, à travers le budget genre, questionner les écarts de salaire, questionner les investissements qui sont faits pour la promotion des carrières. Est-ce que les femmes et les hommes bénéficient de la même manière des investissements qui sont faits sur les promotions de carrière? Et puis, par exemple, aussi, on peut se demander si, quand quelqu'un est recruté, au-delà d'un recrutement paritaire entre les hommes et les femmes, est-ce que le fait d'avoir une compétence, des connaissances sur le genre et sur la BSG en particulier, est un critère de recrutement? Est-ce que ça favorise ou pas le recrutement? Donc là, vous voyez une sphère organisationnelle donc, qui vient toucher
les sphères déjà développées. Alors, nous entrons dans la dernière sphère qui complète cet écosystème, c'est la sphère qui s'intéresse davantage à la mise en œuvre, vraiment, des programmes et des projets. Donc là, il y a tout un tas de ramifications qui se mettent en place. Le premier outil, c'est la question de la méthodologie, c'est-à-dire le comment. Comment fait-on les choses? Avec qui fait-on les choses? Avec quels outils fait-on les choses? Comment fait-on, par exemple, le développement du personnel? Quelles sont les approches? Est-ce que les approches sont participatives? Est-ce qu'on fait appel à des outils d'éducation populaire? Est-ce qu'on est dans des méthodologies de management plutôt top-down ou plutôt au contraire ouvertes et plates? C'est très important donc dans les questions de méthodologie. Comment fait-on le lien entre la méthodologie et les programmes et les projets mis en œuvre? Est-ce que les projets que nous mettons en œuvre sont faits à partir de méthodologies qui clairement travaillent la question du genre, mais aussi la question donc de la BSG? Quand on va faire par exemple une évaluation de programme, est-ce que dans notre méthodologie, tout le cycle de la programmation, y compris budgétaire, va être interrogé avec des outils sensibles au genre? Il y a beaucoup de choses aussi dans ces questions méthodologiques. Il y a énormément de guides méthodologiques qui sont produits, y compris sur la BSG. Est-ce que nous en avons connaissance? Est-ce que nous les utilisons? Est-ce que nous ne les utilisons pas? Est-ce que les méthodologies sont uniquement orientées vers la prise en compte des besoins plutôt pratiques des femmes ou bien également leurs intérêts stratégiques? Est-ce que la question de l'empowerment, donc vraiment l'autonomisation dans le sens politique du terme, empowerment individuel, mais empowerment également collectif des femmes, est-ce que l'empowerment fait partie des méthodologies? C'est très important parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de méthodologies qui qui restent un peu au niveau uniquement de la prise en compte des besoins pratiques, ce qui fait qu'au final, les programmes et les projets ne proposent pas de solutions durables aux inégalités, puisque les facteurs qui causent les inégalités ne sont pas pris en compte et que l'on se concentre, y compris d'un point de vue budgétaire, davantage sur les conséquences des inégalités que sur leurs causes. Et donc là, il y a un triangle intéressant aussi dans cet écosystème qui fait le lien entre le développement du personnel, les programmes, les projets et la méthodologie. C'est-à-dire que si vous avez des guides méthodologiques mais qui ne sont pas suivis ou assortis de formation du personnel pour l'utilisation de ces guides, ça ne va pas fonctionner. Si vous développez le personnel mais que vous ne mettez pas à leur disposition des méthodologies sensibles à la question du genre avec la BSG, alors évidemment les programmes et les projets ne seront pas sensibles à ces questions-là. Donc là, il y a aussi donc un triangle qui peut fonctionner ou dysfonctionner, et c'est le diagnostic qui vous permettra d'en décider, ou en tout cas de mieux comprendre comment ça fonctionne dans votre contexte. Donc là, bien évidemment, un autre triangle important, c'est celui qui fait le lien entre politique, planification et la mise en œuvre des programmes et des projets, puisque dans cet écosystème, nous allons devoir mieux comprendre si toutefois les politiques sont sensibles au genre et prônent la BSG, est-ce que les programmes et les projets qui sont mis en œuvre reflètent cette sensibilité? Si des instructions sont données, par exemple, dans les lettres de cadrage pour que les ministères sectoriels développent des programmes sensibles au genre, est-ce que effectivement sur le terrain, ces instructions sont suivies des faits? Mais on va s'interroger aussi, par exemple, sur la possibilité qu'ont les programmes et les projets de faire remonter leurs expériences pour influencer la politique et la planification. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de prôner uniquement une approche descendante verticale, mais bel et bien un système où les expériences émanant des programmes et des projets pourraient, elles aussi, irriguer de leurs leçons, de leurs bonnes pratiques, de leurs bonnes leçons, irriguer
les méthodologies, irriguer le développement du personnel et irriguer évidemment les politiques et la planification. Un autre triangle se crée avec les structures politiques représentatives, puisque les parlementaires, si nous sommes au niveau d'un État, ont aussi un droit de regard sur les programmes et les projets, parce qu'après tout, les députés sont sur le terrain, et donc ils sont voilà, en prise directe avec le terrain. Dans le contexte de la décentralisation, la participation des élus de terrain, que ce soit des députés ou des conseillers municipaux ou régionaux ou départementaux, hein, selon on va dire le cadre de la décentralisation qui est en vigueur dans votre pays, les élus ont un rôle important à jouer de plus en plus dans la mise en œuvre des programmes et des projets. Et bien entendu, l'expérience des femmes et des hommes, nous revenons au point de départ, puisque les programmes et les projets sont là pour mettre en place des solutions, trouver des solutions qui vont améliorer le quotidien des femmes et des hommes et aussi, bien entendu, réduire les inégalités, notamment les causes structurelles des inégalités entre les hommes et les femmes. Ces causes structurelles, elles peuvent se trouver au niveau des politiques, elles peuvent se trouver au niveau des cultures, elles peuvent se trouver au niveau du religieux, elles peuvent se trouver au niveau du marché du travail, qui peut être discriminant, elles peuvent être au niveau de l'éducation. Il y a énormément de facteurs dans la création et la perpétuation des inégalités. Et donc, bien entendu, les programmes et les projets sont là aussi pour apporter des solutions à ces différents niveaux. Les deux derniers éléments, je vais les afficher ensemble parce que du coup, la toile se complète. Ce sont la recherche et ce qu'on va appeler l'apprentissage collectif, c'est-à-dire la capitalisation et aussi la communication. Et ça, c'est très important pour nous dans le cadre de la BSG, puisque nous avons souvent évoqué la nécessité de capitaliser les bonnes pratiques, de les partager pour pouvoir justement améliorer les pratiques. Nous nous interpellons souvent sur l'utilisation qui est faite des bonnes pratiques dans le cadre du plaidoyer. Hein, donc vous voyez que dans le bas de cette toile, l'apprentissage collectif est en lien direct avec la recherche, que ce soit de la recherche fondamentale ou de la recherche-action, qu'elle porte sur les programmes et les projets, ou bien qu'elle porte sur l'expérience des femmes et des hommes, ou bien sur ce qui se passe dans la société civile. Cette recherche, elle est fondamentale pour éclairer le contexte et pour nous aider donc à apprendre, et à tirer des bonnes leçons, des bonnes pratiques qui peuvent irriguer le reste de cet écosystème. Donc, cet écosystème qui se termine donc avec cette sphère de la mise en œuvre, il est important de le comprendre, d'en faire le diagnostic, d'en faire l'analyse pour voir, dans les différents contextes sur lesquels nous voulons intervenir en termes de BSG, qu'est-ce qui existe comme opportunité, qu'est-ce qui existe comme contrainte, où sont les leviers et où sont les freins. Et donc, il y a un travail collectif à faire pour comprendre à la fois ce qui se passe dans chacun des éléments qui sont affichés actuellement sur votre écran, mais aussi dans les liens entre ces éléments. Et parfois, vous allez trouver que le lien est très faible, parfois il n'y a pas de lien du tout, parfois le lien est très fort, parfois le lien est mauvais. Donc voilà, il va falloir faire ce travail pour comprendre comment fonctionne cet écosystème. Si vous reprenez les conditions favorables à la BSG qui sont développées dans le module 2 de votre cours, vous allez voir que nous couvrons avec cet écosystème l'ensemble de ces conditions cadres qui sont expliquées dans le module. Alors, ces 4 sphères, donc je vous le rappelle, elles sont imbriquées les unes dans les autres, hein, et c'est très important de reconnaître donc leur imbrication, parce que parfois l'acteur que nous sommes, l'actrice que nous sommes ou les acteurs que nous sommes
vont être plus ou moins présents, par exemple, dans les groupes de pression ou plus ou moins présents dans le développement des procédures ou bien dans la recherche, mais vont devoir évidemment créer des alliances stratégiques avec des acteurs qui vont se trouver à d'autres endroits de cet écosystème. Donc la création d'alliances est très importante. Donc cet outil peut nous aider donc au diagnostic et à l'analyse, puisque nous pouvons poser des indicateurs sur à peu près chacun des éléments. Une fois que nous avons fait l'analyse, nous pouvons tirer des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs qui vont nous permettre de prendre, en tout cas de caractériser le contexte, cet écosystème à un instant T. Et ensuite, évidemment, de dire qu'est-ce que nous aimerions changer. Si nous estimons, je reviens un petit peu en arrière, par exemple, que les procédures ne sont pas sensibles au genre parce que A, B, C, D, qui vont être un peu nos indicateurs, eh bien évidemment, le but va être, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, d'avoir des procédures qui ne ressemblent plus à ce qu'elles ressemblent, à ce à quoi elles ressemblent à l'instant T1, mais donc ça va nous demander donc de qualifier à quoi on aimerait que ces procédures ressemblent d'ici quelques années. Donc ça va nous aider à créer une vision, à développer des objectifs, des résultats et donc des indicateurs de résultats qui vont cibler certaines sphères ou certains éléments stratégiques. À partir de là, nous allons devoir aussi donc faire évoluer la toile en créant des parcours dans la toile. Donc là, je vous ai mis une image qui vous montre comment on peut travailler cette toile avec, alors voilà, ça produit énormément d'éléments de recherche qu'on va qualifier de contraintes ou d'opportunités. Et puis ensuite, ça nous permet, selon là où on se trouve, de dire, voilà, moi je suis ici, j'ai besoin d'aller influencer tel et tel et tel endroit. Et donc mon parcours, pour être stratégique, pour être pertinent, pour être efficace, notre parcours va nous demander de passer par tel et tel et tel élément. Et c'est là évidemment que la création d'alliances stratégiques est extrêmement importante puisque nous sommes parfois multicasquettes, nous avons parfois différentes positions, différentes postures, mais pas toujours. Donc les alliances stratégiques vont être très importantes pour nous permettre de faire évoluer cet écosystème. Donc là, pour développer des stratégies ensuite pour la BSG, nous ne pouvons partir que de qui nous sommes et de là où nous sommes. Nous devons choisir notre destination, nous devons choisir quel chemin nous allons emprunter, quelles étapes nous allons mettre voilà, sur ce parcours. Quels sont les arrêts prioritaires? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est l'évolution des procédures? Est-ce qu'il y a des zones à éviter? Est-ce que, par exemple, c'est peine perdue, à un moment donné, de travailler avec la recherche? Parce que nous savons, par exemple, que l'université n'a pas les capacités. Voilà. Donc, on va éviter cette zone de manière temporaire. Quels sont les moyens qu'on va se donner pour voyager? Est-ce qu'on va faire ce parcours en solo? Voilà, est-ce qu'on va faire un peu de covoiturage, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment des alliances stratégiques? Est-ce qu'on peut le faire à bas prix? Ou est-ce qu'il faut aussi que dans nos moyens, nous mobilisions des moyens pour voyager? Avec qui allons-nous faire cette route ou des morceaux de route? Il faut trouver des bons plans, c'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir dans cet écosystème qu'est-ce qui est déjà en place et que l'on pourrait mettre à bon escient. Voilà, un peu comme des bonnes vagues qu'il faudrait surfer. Et puis aussi, comment mener cette BSG avec un bon rapport qualité-prix. Parfois, on dépense beaucoup d'argent, par exemple, à faire des formations qui ne vont pas être efficaces parce qu'elles ne seront pas suivies. On peut mettre beaucoup d'argent à faire des colloques, mais qui ne seront pas suivis de recommandations. Parfois, c'est plus intéressant de mettre l'argent, par exemple, à faire de la recherche, qui pourra ensuite alimenter un plaidoyer. Mais ça dépend des contextes. Donc, c'est vraiment une réflexion stratégique à avoir pour mener la BSG. Quel est le meilleur rapport qualité-prix? Si j'ai besoin d'un budget, sur quoi est-ce que je dois l'investir? Sur quel choix prioritaire? Donc, je vais arrêter ici et je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Merci beaucoup, Claudie. Et Sabrina, on peut partager les questions? Je mets ton micro. Tout de suite.
Ouais, je vais les mettre tout de suite. Alors. Bon, merci beaucoup, Claudie. C'était vraiment, je crois que ça nous a donné un panorama bien exhaustif. Donc, Merci. Est-ce que je dois enlever l'écran? non, non. Je vais l'enlever. Ok. Alors, voilà les questions. Je voulais juste dire aux participants que vous avez encore le temps de nous envoyer les questions et puis je vais juste les rajouter sur le document. Donc, Claudie, la première question. Alors, le choix de la... Je ne vois pas les questions, moi. Tu ne vois pas les questions? Non. Alors. Et là? Alors, Et moi, je vois les questions. Donc, Claudie, c'est peut-être qu'il faut que tu fermes une fenêtre oui, ou quelque chose. je vais fermer. Voilà, seulement pour dire qu'il est 10 heures. Donc, la webconférence était de 9 à 10. Donc, on va, si vous le permettez, vous pouvez nous dire aussi par le chat si vous avez, on va dire 10, 15 minutes de plus. Et puis, on veut pas non plus trop allonger le temps du webinaire parce qu'on sait que vous avez d'autres obligations. Alors, Sabrina, première Alors, je question. vois les questions. Le choix de l'acteur qui met en place la BSG peut avoir un impact sur son succès, c'est-à-dire si le ministère de Finances a plus de poids dans un pays donné, ce serait une erreur de donner le pilotage de la BSG au ministère des droits de femmes, par exemple. Alors, c'est vrai qu'actuellement, dans le contexte des BSG au niveau des États, notamment lorsqu'il y a une réforme de la gestion des finances publiques, puisque ce sont des processus voilà, assez politiques, c'est certain, et que généralement le ministère de l'économie et des finances a plus de poids politique que le ministère des droits des femmes. Ça, je pense que je vais surprendre personne en disant ça. C'est vrai que dans pas mal de BSG, d'initiatives de BSG actuellement, la responsabilité du pilotage de la BSG est davantage placée au niveau des ministères de l'économie et des finances. Je pense pas que ce soit une erreur de donner le pilotage au ministère des droits des femmes. Mais en tout cas, si c'est le cas, il faut s'assurer que ce ministère des droits des femmes a un véritable poids politique et que ce ministère des droits des femmes a une totale maîtrise aussi des processus budgétaires, ce qui n'est pas toujours le cas. En revanche, ce qui est certain, c'est que le ministère des Finances, très souvent, ou de l'économie, n'a pas, lui, une totale maîtrise des questions de genre. Donc moi, ce qui me semble extrêmement important, c'est le copilotage. Parce que je pense que ce que nous observons également, c'est que quand le ministère des droits des femmes est trop écarté du pilotage de la BSG, cette BSG a tendance à devenir à être un peu trop instrumentalisée et un petit peu trop technique. On insiste beaucoup sur les process, sur voilà voilà toute la mécanique budgétaire, les indicateurs, et ça devient finalement un peu une tuyauterie un petit peu technique. Ça a besoin de l'être, hein, mais ça ne peut pas être que ça. Je pense que c'est important que le ministère des droits des femmes reste très présent, et je dirais aussi avec la société civile militante et experte sur ces questions de genre, pour que l'essence même de l'égalité femmes-hommes ne soit pas diluée dans la mécanique budgétaire et que l'on ne soit pas uniquement intéressé par exemple, la sexospécificité. Voilà, désagréger des indicateurs. On observe parfois des tableaux très complexes d'indicateurs désagrégés, mais qui ne sont pas les bons indicateurs. C'est-à-dire qu'on va désagréger par sexe à peu près tout, et puis on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'indicateur, par exemple, sur les violences, alors que c'est fondamental. Donc moi, je pense que le copilotage est très important et que le copilotage peut aider à ne pas rendre la BSG trop mécanique
est trop orienté aussi sur l'efficacité. Parce que c'est également un discours, hein, il faut que la BSG soit un outil pour rendre les politiques de développement plus efficaces. Donc oui, certes, parce que ne pas faire de BSG, ça on s'en rend compte, souvent amène à très très mal utiliser les budgets de l'État. Mais rendre les budgets de l'État plus efficaces d'un point de vue économique, ça ne peut pas être non plus le seul argument. Il faut absolument que l'argument de la justice sociale, de l'équité et des droits des femmes soit toujours présent dans les discussions. Et donc, je pense que le ministère des Finances, avec des personnes qui généralement sont assez nouvelles sur les questions de genre et qui ont des formations peut-être un petit peu rapides, doit aussi aller chercher de la compétence auprès du ministère des droits des femmes et auprès de la société civile. Alors, pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte et comment vous avez utilisé cette maille dans des projets de BSG? Alors, c'est surtout au niveau de la formation, en fait, qu'il est intéressant d'utiliser cette maille, surtout au début. Parce que c'est vraiment ce qui va aider les différents groupes d'acteurs à comprendre comment s'articule l'écosystème. Donc, on l'a utilisé, Elisabeth a mentionné en début de webinaire ce projet sur la budgétisation communale au Sénégal. On l'a utilisé, par exemple, pour planter le décor, pour que chacun, parce que cette toile se remplit collectivement, à la fois au niveau du diagnostic et des stratégies, pour que chacun ait vraiment cette image commune de là où en était l'écosystème. Ça aide donc à planter le décor, ça aide à décider de stratégie, donc de parcours pour faire avancer la BSG. C'est une toile qui a été beaucoup utilisée pour mettre en place des politiques, la transversalité du genre, l'intégration transversale du genre. Donc le budget fait partie de cet écosystème depuis la création de cette toile. On a toujours parlé du budget comme faisant partie de l'intégration transversale des questions de genre. Et je pense que c'est important de le dire. Je pense qu'il ne faut pas remplacer. Je pense qu'il ne faut pas penser que la budgétisation sensible au genre, c'est voilà, le nouveau sésame pour lutter contre les inégalités. Je pense que le budget fait partie d'un tout et que ce tout, c'est cet écosystème et c'est rendre la question de l'égalité transversale, pas simplement au budget, mais aux analyses, aux capitalisations, aux méthodologies, aux procédures, etc., etc. Il ne manque pas la sphère sociale dans la toile. Alors la sphère sociale, moi je pense qu'elle est dans la sphère de la citoyenneté. C'est-à-dire que quand on est dans la compréhension, à chercher à comprendre les expériences des hommes et des femmes, leur vécu, leur quotidien, leurs conditions de vie et les facteurs qui les influencent, on est complètement dans le social. C'est-à-dire qu'on va avec des outils, bon, j'ai parlé des budgétants, mais c'est aussi l'analyse de la division du travail, c'est voilà, l'analyse du marché du travail et comment les hommes et les femmes y sont intégrés ou pas. C'est l'analyse de la citoyenneté, comment est-ce que les hommes et les femmes participent aux instances où sont prises des décisions. C'est comprendre des questions liées à la santé des femmes et des hommes, c'est comprendre la question des violences. Donc, tout ça, tout ce qui fait partie en fait du quotidien des hommes et des femmes, de leur expérience quotidienne. Et donc, la sphère sociale, pour moi, elle est complètement incluse dans la sphère de la citoyenneté. Alors, au Mali, le processus de BSG est conduit par le ministère des Finances en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Femme. Cependant, les engagements se limitent sur ces deux ministères. Est-ce que la maîtrise des questions de genre n'est pas une priorité avant d'attaquer la BSG? Aussi, les expertises se perdent la plupart par les nominations ou départs à d'autres fonctions. Ah bah oui, ça c'est... Voilà. Alors, bon, c'est une grosse question, il y a beaucoup de choses dedans. Bon, la première partie de la question,
C'est sur donc le fait que simplement ces deux ministères-là sont engagés dans le pilotage. Ben, il est bien évident que l'ABSG, son objectif, c'est de toucher les différents ministères sectoriels. Donc, qu'à terme, l'ABSG ne peut pas rester dans les mains uniquement de ces deux ministères-là. Ce que l'on a remarqué dans pas mal de pays, on l'a vu en Tanzanie, on l'a vu en Serbie, on l'a vu au Rwanda, c'est que très souvent, au Maroc aussi, on ne peut pas tout embrasser d'un seul coup. On ne peut pas faire rentrer la BSG comme ça dans les 15 ou les 20 ministères qui constituent un gouvernement. Très souvent, il va falloir choisir et fonctionner un peu en, voilà, un peu en méthode un peu de spirale. On va commencer peut-être avec les ministères qui sont peut-être les plus consensuels sur la question de l'égalité femmes-hommes. On sait par exemple que l'éducation, la santé, la justice peut-être, ce sont des ministères qui sont voilà qui ouvrent, qui ont peut-être plus d'ouverture sur la question des inégalités de genre. Ce sont aussi des ministères qui traitent de très très gros dossiers, hein, puisque la santé et l'éducation sont de très gros dossiers par rapport aux inégalités. C'est peut-être plus simple de rentrer la BSG d'abord dans ces ministères-là que par exemple au ministère de l'armée ou au ministère voilà, des infrastructures. Ce qui ne veut pas dire que l'infrastructure n'a rien à voir avec le genre et ne devrait pas être sujette à la BSG. Bien au contraire. Mais peut-être qu'il est important d'abord de se familiariser avec la BSG, de rentrer sur des terrains peut-être un peu moins compliqués pour ensuite aller vers d'autres ministères. Je pense que ce qui est très important de toutes les façons, c'est de capitaliser pour que l'expérience de BSG, peut-être dans l'éducation ou dans la santé, puisse aussi servir à développer des méthodologies qui pourraient être adaptées à d'autres secteurs. Alors justement, alors là il y a la question des nominations. Ben oui, bien entendu quand il y a un turnover important et que les gens partent, les expertises se déplacent. Alors peut-être qu'il ne faut pas considérer qu'elles se perdent, mais peut-être juste qu'elles se déplacent. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place un système un peu de traçabilité de où va l'expertise. Elle n'est peut-être pas perdue pour tout le monde. Les gens vont se déplacer d'un ministère à l'autre. Donc effectivement, si on a investi de l'argent à former quelqu'un ou quelques-uns, on ne peut pas supposer que parce qu'ils vont aller dans un autre ministère, on a perdu notre investissement. Il faut suivre ces gens-là. Mais c'est aussi pour ça que, et si vous reprenez l'écosystème, c'est très clair. Le renforcement des compétences, le développement du personnel ne suffit pas. Si on n'a pas fait évoluer les procédures, si on ne fait pas évoluer les méthodologies, si on ne capitalise pas, effectivement, l'expertise peut se perdre. Donc la formation ne suffit pas, il faut qu'elle soit suivie d'un certain nombre d'actions qui vont permettre donc aux compétences acquises, aux expertises qu'on a développées, de ne pas être complètement perdues lorsque les gens vont se déplacer. Quelle pourrait être la place du secteur de la sécurité et de la justice dans la BSG? Je pense qu'elle est énorme, hein, potentiellement, notamment sur un pays comme le Mali, la RDC, enfin voilà, tous les pays qui connaissent voilà, une instabilité politique et un état voilà, de tension civile. Bien entendu, et on a des personnes qui ont commencé à regarder cette question-là. Le secteur de la sécurité et de la justice est très, très porteur pour la BSG. On va pouvoir regarder quel genre d'actions sont financées ou pas. On va pouvoir regarder si la participation des femmes au processus de paix et au processus de consolidation de la paix, si ces processus-là sont soutenus. On va pouvoir regarder est-ce que la question des violences, par exemple, qui est faite aux femmes dans les moments de conflit, reçoit des affectations budgétaires significatives, enfin, et suffisantes. Donc il y a énormément de choses qui peuvent être analysées d'un point de vue du secteur, pour le secteur de la sécurité et de la justice. L'écosystème
peut tout à fait, cette grille de l'écosystème peut tout à fait être appliquée, et elle l'a été déjà par, il y a des personnes au Mali qui travaillent là-dessus, peut-être on pourrait vous orienter vers ces personnes-là pour aborder la BSG dans ce contexte-là. Alors, la question numéro 5, il me semble que le pilotage de la BSG dépend du contexte du pays. Pour la Tunisie, par exemple, le pilotage de la BSG doit se faire par la présidence du gouvernement, portée par le ministère de la Femme et déclinée par le ministère des Finances. Oui, bien sûr, voilà, je crois que, comme on l'a dit, il n'y a pas de recette, que ce soit pour le pilotage, le portage ou pour la stratégie, il n'y a pas de recette. On a juste des exemples qui viennent de différents pays, qui sont quand même de plus en plus partagés et capitalisés. Effectivement, si en Tunisie, le pilotage le plus approprié qui a été identifié, c'est un partage par la présidence, porté par le ministère de la Femme et décliné par le ministère des Finances, eh bien oui, pourquoi pas, dans la mesure où on a effectivement mis en place de la concertation, de la coordination, du pilotage conjoint, des mécanismes de suivi, etc. Et dans la mesure où le ministère de la Femme a le poids suffisant comment dire, le poids politique suffisant pour travailler auprès du ministère des Finances, qui généralement, lui, a un poids politique assez important. Voilà, ce pilotage-là, moi, me semble être tout à fait convenable si c'est ce qui convient à la Tunisie. Voilà, je pense que chacun doit faire des scénarios. Je pense qu'il y a des scénarios, des scénarii, si je veux parler un peu latin, des scénarii à construire, et que chaque pays se dise, ben voilà, si on fait le pilotage de cette manière, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages, si on le fait autrement, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages. Je pense qu'on peut aussi se réserver le droit de faire évoluer les méthodes de pilotage, les mécanismes de pilotage, justement parce qu'à un moment donné, on va évaluer ce qui marche, ce qui marche pas. Voilà, donc je pense que c'est à chacun vraiment de faire sa sauce, hein, de mettre un peu la BSG à sa propre sauce et voir ce qui marche le mieux dans son contexte. Je pense que c'était la dernière question. Oui, voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup Claudie. Il est donc 10h20, donc je pense que on va s'arrêter là. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, mais j'espère que ce sera un petit peu un bon détonateur aussi, ce webinaire, pour continuer les discussions sur le forum. Donc pour l'instant, pour le forum 2, on vous rappelle que la deuxième partie de l'exercice est à rendre ce week-end, on va dire. Et puis aussi le quiz du module 2, pardon, excusez-moi. Claudie, je ne sais pas si tu as une annonce particulière pour les participants au cours par rapport voilà, à la logistique du cours. Ben voilà, j'envoie régulièrement des annonces sur le forum annonces. J'ai fait quelques mises au point sur la manière de répondre. Il y avait encore quelques confusions sur par quel moyen répondre, sur quel forum mettre vos réponses. Donc voilà, suivez bien ces instructions pour que nous puissions vraiment profiter de vos expériences, de vos échanges. Là, je vois qu'il y a des gens qui arrivent progressivement. Il y a toujours des gens qu'on n'a pas vus. Donc, ça, c'est bien dommage parce qu'on est un petit peu plutôt entre acteurs tunisiens, et je pense que les Tunisiens aimeraient bien aussi avoir des expériences d'autres pays. Donc, j'invite vraiment tous nos collègues de tous les pays à rejoindre la plateforme. Si vous avez raté le module 1 et le module 2, c'est pas grave. C'est-à-dire que je vous invite à aller lire tous les échanges qui ont déjà été mis sur le forum 1 et le forum 2. Vous pouvez encore y contribuer. Moi, j'irai voir. Même si vous êtes en retard, j'irai lire ce que vous écrivez et je répondrai à ce que vous écrivez. Voilà, maintenant, je ne peux que vous appeler à intensifier vos partages et vos communications pour terminer en beauté ce module 2. Et surtout à être très présent sur le module 3 qui va démarrer dans quelques jours. Voilà. Et je vous remercie pour vos contributions jusqu'à présent.
Très bien. Bah, merci beaucoup Claudie. Merci beaucoup aux personnes qui se sont connectées. Et puis à très bientôt. On aura notre deuxième web conférence ou webinaire la 3e semaine d'octobre. À Alors, très bientôt. on Oui, rappelle quand même aux personnes qui n'ont pas suivi le webinaire qu'ils doivent l'écouter et en faire un petit résumé qu'ils m'adresseront. d'accord. Ça a été dit Exactement. en début, mais il faut le redire. Et puis on le redira parce qu'on va envoyer le lien là du Voilà. webinaire de D'accord. toute façon. Ok. Donc vous pouvez le Merci. dire à vos collègues éventuellement si vous savez, vous connaissez certaines personnes qui n'ont pas pu se connecter. Je vous souhaite un excellent reste de semaine, on va dire, et à très bientôt. Merci beaucoup.